I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous, c'est le nouvel épisode dans la bataille Bruxelles vs géant du net. La Commission européenne dévoile demain un projet de règlement innovant destiné à forcer les GAFA à davantage de transparence face à leurs clients professionnels et à faciliter les réclamations, imposer plus de transparence finalement entre Google, Facebook ou Apple et leurs clients professionnels. Alors après la bataille fiscale et la protection de la vie privée, c'est un nouveau chantier qu'ouvre l'Europe. Que prévoit-il ? Que va-t-il changer ? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Frédéric Michel Chevalier, bonjour. Bonjour Landry, bonjour Amine. Vous êtes CEO de Legal e-Services Maroc. Amine Duri avec nous ce matin, bonjour. Bonjour Landry, bonjour Frédéric Michel. Responsable PME chez Inforisk, Dun & Bradstreet. En deuxième partie, nous parlerons délai de paiement. 7 mois après l'entrée en vigueur de la loi 4915, où en est-on ? La réponse tire en une phrase. Elle n'est toujours pas applicable, cette loi. Pourquoi ? Que faire ? Quelle solution ? Doit-on en rester là ou imaginer d'autres solutions ? Le name and shaming en France ou en Angleterre, ou encore cette méthode italienne dont vous nous avez parlé à Minuri fin de semaine dernière en invité du Grand Morning. Et si on innovait dans cette bataille des délais de paiement, c'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Vos questions, vos réactions sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Une réglementation des GAFA sur leurs relations avec les clients professionnels. Il y a un an, c'était encore tabou. Et pourtant, un an après, l'Union européenne ouvre le bal. La Commission européenne va proposer un projet qui impose plus de transparence dans les relations entre les petites et moyennes entreprises et ces géants du net. Frédéric Michel Chevalier. Bon, franchement, on pourrait se dire, est-ce qu'ils vont réussir à convaincre et à faire plier les GAFA ? Question qu'on va se poser dans un instant. Mais d'abord, que prévoit concrètement ce texte dont pour l'instant, seuls quelques médias ont pu s'emparer de certaines mesures ? Oui, effectivement, Landry, on ne sait pas exactement ce qu'il y aura dans le texte puisqu'il sera révélé demain. Il y a eu néanmoins un certain nombre d'annonces ou de fuites parues dans le monde. Essentiellement, j'ai retenu 2 points. Le premier point, c'est un dispositif de règlement des litiges. Et ça, c'est dans la modernité, on en reparlera tout à l'heure. Et l'autre, c'est en transparence. Alors, si la transparence, on peut que s'en réjouir. Maintenant, pourquoi, encore une fois, isoler les PME ? Je veux dire, tout le monde a les mêmes problèmes de transparence. Je veux dire, une entreprise doit communiquer ses modes de fonctionnement de manière équitable pour tout le monde. Après, je pense qu'il y a quand même une volonté systématique de l'Union européenne de cerner les GAFA. Ça fait beaucoup. Les données personnelles, la fiscalité, maintenant ces règles. Ah là, c'est la 3e couche. Voilà, il faudrait que Google révèle le contenu de son algorithme. Ouais. Je pense que il faut vraiment être un fonctionnaire européen pour croire que le jeu fonctionne comme ça. Maintenant, l'initiative n'est pas dénuée d'intérêt. Oui, Amine Duri, en gros, on va prendre un exemple concret, mais Google serait sommé de s'expliquer sur pourquoi moi, tel PME, j'ai été référencé en 2e page Google, entre autres, ça n'est qu'un exemple. Oui, et c'est important parce qu'aujourd'hui le référencement naturel, c'est une part importante de la stratégie digitale d'une entreprise. Donc comprendre déjà comment on peut être référencé, c'est aussi mettre en place une stratégie adéquate pour être bien référencé. Et ça, effectivement, Google doit être plus transparent justement sur ces mécanismes pour permettre à toute entreprise de jouer le libre jeu de la concurrence. Transparent sur les mécanismes, transparent également, davantage transparent sur les tarifs que ces géants du net imposent aux PME pour différentes prestations. Oui, exactement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est laquelle ? C'est qu'aujourd'hui, on a des énormes plateformes, telles Amazon, par exemple, au Booking. Vous avez des PME aujourd'hui qui rentrent sur ces plateformes, et le rapport de force est tellement inégal entre cette plateforme et ces PME que, on se dit que la plateforme peut imposer toutes les conditions qu'elle veut, qu'elle peut changer du jour au lendemain ces conditions. Et l'idée, c'est ça, c'est de réglementer toutes les conditions, c'est de pouvoir avertir ces PME en temps et en heure avant toute modification
négociation, c'est imposer un certain nombre de respects. Si jamais il y a un problème, que ces PME puissent porter plainte, qu'il y ait un médiateur derrière pour régler ce conflit. On va installer des médiateurs. Alors ça aussi, on va voir comment le mécanisme va être installé, mais c'est vrai que c'est intéressant, cette idée de médiateur entre les GAFA et les PME ou institutions juridiques et grandes sociétés. Frédéric Michel Chevalier. Ça, c'est assez facile à imaginer parce que l'Union européenne avait sorti en 2013 une directive qui prévoit l'extension de la médiation à l'ensemble des activités de commerce, hormis la santé, l'éducation, ainsi de suite. Et le principe est très simple. Ça ressemble d'ailleurs à celui qu'on a ici au Maroc sur la médiation bancaire, c'est-à-dire que le client mécontent dépose une réclamation auprès du prestataire, du fournisseur. Celui-ci se doit de répondre dans un délai raisonnable, je sais plus, c'est 30 jours. S'il répond et que le client est d'accord, qu'il trouve en entente, fin de l'histoire. Sinon, le client fait une contre-proposition et la possibilité d'escalader vers un médiateur. L'idée de ce médiateur, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un trop faible nombre de plaintes qui sont déposées. Je crois pas ça. Je crois que c'est pour véritablement trouver une entente. Encore une fois, tous les sites e-commerce, mais toute entreprise qui fait acte de commerce actuellement en Europe se doit d'accepter une médiation au cas d'impossibilité de trouver un accord entre son client mécontent et ses services. Il y a une plateforme européenne mise en place par l'Union européenne de médiation, une liste des médiateurs agréés. Effectivement, on pourrait très facilement, la loi concerne le B2C, mais on pourrait très facilement prendre une directive, alors qu'il faudra encore du temps, parce que oui. Entre la directive de 2013 et l'entrée en vigueur au 1er janvier 2016, il s'était quand même passé 3 ans. Mais on pourrait effectivement prévoir un mécanisme similaire à cette directive pour que dans le droit national européen, on impose à ces géants du numérique, et ça c'est probablement la meilleure idée, c'est-à-dire on rétablit ce problème de rapport de force que Camille évoquait. Amine Diori. Oui, je voulais justement insister sur ce point. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas d'une plateforme comme Amazon, le chiffre d'affaires d'Amazon aujourd'hui, c'est pour plus de la moitié, c'est même plus Amazon en propre, c'est la moitié, c'est des PME qui réalisent ce chiffre d'affaires. Donc on voit bien que il y a de plus la plateforme permet une plus grande visibilité pour ces PME et donne accès à un marché qui est gigantesque. Donc évidemment, ces plateformes ont un pouvoir de négociation qui est immense par rapport à ces toutes petites entreprises. Et je voudrais faire un parallèle justement avec la question des délais de paiement. C'est un peu le même système. C'est-à-dire, vous voulez rentrer sur cette plateforme, vous acceptez toutes les conditions et vous taisez. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez finalement très peu de plaintes des entreprises. Et le fait de rajouter une procédure en cas de litige avec un médiateur, et même donner la possibilité à une administration ou une ONG de pouvoir porter plainte au nom de l'utilisateur, au nom de l'entreprise contre cette plateforme, c'est aussi un progrès. C'est dire, voilà, les petites entreprises ne sont pas seules, elles sont accompagnées dans ce combat contre ces mastodontes que sont les GAFA. Et établir une certaine dose de rééquilibrage. Mais vous, Frédéric Michel Chevalier, vous n'êtes pas totalement d'accord avec ce que propose la Commission européenne. Qu'est-ce qui vous dérange concrètement ? Non, sur l'histoire de l'algorithme, je crois qu'on rêve, on y reviendra. Mais sur la médiation, il faut aussi voir que ça a un effet de provoquer un cercle vertueux, parce que si on s'inspire du dispositif que j'évoquais, les frais de médiation sont à la charge de l'entreprise. Donc l'entreprise a tout intérêt à inscrire ses pratiques commerciales dans une dynamique de progrès et d'amélioration. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, les conditions générales, attention, parce qu'il y a quand même un principe de liberté contractuelle et chaque entreprise a droit de proposer, de modifier ses conditions générales comme elle l'entend. Le problème avec les GAFA... Mais à certaines conditions, il faut... Alors, des délais d'information, exactement. La possibilité effectivement pour le client de ne pas accepter sans pour autant être blacklisté du jour au lendemain, parce que sinon c'est pour le cinéma, c'est pour le théâtre. Donc ça, effectivement, on peut l'encadrer. Par contre... les GAFA changent tout le temps leurs conditions, on est appelé à les valider. Très honnêtement, Amine, Landry, vous les lisez ? Moi, j'ai tenté de les lire, mais j'y suis pas arrivé. Au bout de la 50e ligne, on s'arrête, surtout quand on voit qu'il y en a encore 5000 derrière. Bon, c'est malheureusement un problème qui fonctionne aujourd'hui. Il y a un problème de position dominante, c'est clair, parce qu'évidemment, quand on est dans un contexte concurrentiel, on est tenté de ne pas faire n'importe quoi ou de ne pas imposer n'importe quoi, parce qu'il existe. On a souvent vu d'ailleurs Bruxelles taper du poing sur la table en disant attention, Google, Facebook, il y a abus de position dominante sur tel ou tel point. Oui, mais quelle est l'alternative ? Je veux dire, la Commission européenne
une quoi, alternative. ce ne sont pas des politiques élus, ce sont des fonctionnaires nommés qui finalement ne rendent pas véritablement compte. Alors c'est vrai, on va me dire Oui. que les nouveaux traités font que la Commission peut être renversée par le Parlement, mais c'est quand même une crise grave, donc c'est pas quelque chose. C'est pas la 4e République en France où on renverse le gouvernement toutes les 3 semaines. Donc on a des personnes qui pensent qu'on peut imposer. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on paye le prix fort de négligence des Européens à s'organiser. Je veux dire, il y a Quant, mais Quant, il n'est pas encore, il est très Alors loin Quant, d'être. pour ceux qui ne connaissent pas, qui c'est est un le moteur de recherche européen qui protège des données personnelles, mais ce qui est une initiative européenne qui a mis d'ailleurs beaucoup de temps à aboutir et qui était censée contrer Google. Ça ne se décrète pas. Frédéric Michel met vraiment le point sur un point essentiel, c'est que effectivement le marché européen c'est un marché qui est nain en matière de nouvelles technologies. Aucune entreprise n'est capable de concurrencer aujourd'hui les GAFA, mais d'un autre côté c'est quand même le premier marché mondial en termes de consommateurs, d'utilisateurs. Et c'est ça qui fait sa force. Et je pense que la Commission a raison d'utiliser ce pouvoir de force contre ces GAFA, justement pour pour protéger le point de vue du consommateur. On est dans un contexte particulier où il y a eu le scandale Cambridge Analytica qui a marqué Facebook. On a vu Mark Zuckerberg qui s'est plié au Congrès américain, qui a dû s'expliquer, sommet de s'expliquer sur ce point-là et puis sur l'ingérence russe sans doute dans la campagne présidentielle à travers notamment Facebook. C'est finalement le moment pour l'Union européenne de tacler les géants du net, de s'imposer, peut-être de vouloir rééquilibrer aussi une certaine équité entre les géants du net et les PME sur la question essentielle du business et de protection des données. Frédéric Michel Chevalier. Ça m'amuse beaucoup de voir subitement ce souci de l'Union européenne pour les PME. Oui, bien sûr, c'est dans l'air du temps, c'est effectivement le rapport de force, et c'est bien que l'Europe rappelle quand même qu'elle est le premier marché. C'est aussi un intérêt de souveraineté numérique. Mais pour l'Union souveraineté européenne, numérique, il faudrait avoir des acteurs. Je veux dire, on a un exemple en Union européenne, j'en parle souvent, c'est l'Estonie. L'Estonie vient d'avoir la présidence de l'Union européenne. Vous allez y partir d'ailleurs. Hein, on va y partir, je vais emmener une délégation marocaine là-bas. Tiens, Amine, j'espère que tu seras parmi nous. On a cet exemple d'un État, d'un petit État qui a tout digitalisé, qui a amené de la transparence et autres. Et on espérait beaucoup des 6 mois de présidence de l'Union européenne de l'Estonie, mais force est de constater que les autres États ne sont pas véritablement... La France a signé un truc, je crois, Marjoubi a fait des cachotteries, mais en dehors de ça, les États sont pas précipités pour voir ce qu'on pouvait faire du modèle, ni l'Union européenne. Voilà, c'est un très bon laboratoire. Si on veut faire des géants du net, il faut commencer par faire en sorte de développer le digital. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Amine Dury. Bonjour. Bonjour. Responsable PME chez InfoRisk Dun & Bradstreet. Frédéric Michel Chevalier également avec nous. Bonjour. CEO Legal e-Services Maroc. On se pose cette question ce matin. Jusqu'où va pouvoir aller la Commission européenne qui veut réguler les plateformes en ligne? C'est une nouveauté après la bataille fiscale, après la bataille de la protection de la vie privée des citoyens. Eh bien, l'Union européenne s'engage dans un projet destiné à renforcer davantage la transparence et les réclamations des petites et moyennes entreprises vis-à-vis des GAFA. Frédéric Michel Chevalier, qu'est-ce qui vous inquiète, vous, concrètement, dans ce projet? Non, je suis pas inquiet. Je suis juste amusé sur le deuxième volet. Donc, on a parlé de ce qui était de la médiation, et ça, je pense que ça va dans le bon sens, et au contraire, ça rééquilibre les rapports de force. On a parlé un petit peu de l'Europe qui montre les muscles. Après, mais encore une fois, il faut être prudent ce matin, puisque le texte n'est pas encore révélé, mais quand on lit dans le monde, donc, ce sera dévoilé demain, ce texte. La transparence consisterait à expliquer, à demander à Google, à sommer Google d'expliquer comment il fait son classement et de révéler le contenu de son algorithme. Or là, je pense, en tant qu'entreprise, d'ailleurs, de l'univers de la tech, il y a une part de propriété industrielle là-dedans, et on va pas demander à BMW pourquoi sa voiture est plus performante que je ne sais qui. Je vais éviter de citer trop de marques, j'en cite qu'une. Mais on prend n'importe quel constructeur automobile, et il y a du secret de fabrication. Je pense que les règles de classement, ce qu'on appelle les SERP, le classement des résultats de recherche de Google, sont quand même, si on n'en connaît pas le détail, on en a les grandes lignes.
peu de gens vont, mais il y a un blog de Google qui donne beaucoup d'informations sur au moins les conseils, sur les bonnes pratiques, et que déjà en les appliquant on obtient des résultats. Voilà, et ça c'est un peu du jeu du chat et de la souris, parce que chaque fois qu'elles sont trop connues, évidemment vous avez des entreprises qui font du spam indexing, c'est-à-dire qui essayent de surpondérer un certain nombre de critères pour de manière pour le coup abusive et déloyale obtenir des classements, et que justement cette part de mystère est une bonne chose. Les TPE et les PME sont moins bien armées. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas pris, alors c'est vrai, alors c'est archi vrai au Maroc, mais c'est vrai dans des pays comme, c'est encore très vrai dans des pays comme la France. Je crois qu'il y a plus de la moitié qui n'ont pas de site internet en France. Donc avant de savoir comment on les classe, il faudrait déjà qu'elles fassent un site. Et on a un décalage de l'offre par rapport aux besoins. Il y a une inadéquation de l'offre de services proposés à ces TPE. Elles veulent payer peu cher, donc vous avez toute une série de prestataires qui font des bas prix, qui font du mauvais boulot, et voilà. Après, il faut aussi voir, quand vous regardez, faites une recherche de Google, vous avez le nombre de résultats. Et je veux dire, un petit résultat, c'est 23 millions de résultats. Il y a 10 places sur la première page. Donc voilà. Là, du coup, quand la Commission européenne dit Google va devoir s'expliquer sur le référencement de telle ou telle PME dans son moteur de recherche, ça peut laisser supposer que finalement Google devra s'expliquer sur sa méthodologie et donc sur une partie de son algorithme. Et donc là, il y a un mur en face de cette problématique. C'est ingérable. C'est ingérable. S'expliquer devant qui ? Devant un médiateur, devant un tribunal. Encore une fois, 23 millions de résultats, 10 plages premières. Donc je suis sûr qu'il existe déjà des très bons prétextes ou des très bonnes explications pour expliquer pourquoi un tel est devant. Sur le fond, je suis complètement d'accord. C'est vrai que cette information devra être rendue publique, parce qu'après tout, elle doit servir à l'ensemble de la collectivité. Maintenant, je suis d'accord aussi que par rapport aux TPME, la vraie problématique, c'est d'être accompagné par des experts. Nous-mêmes, nous sommes accompagnés par un expert justement en marketing digital, et c'est hyper compliqué. Maintenant, il faut aussi voir autre chose pour Google. C'est que d'un côté, on a le référencement naturel, donc gratuit. Il faut des experts. C'est pas si gratuit que ça, parce qu'il faut un expert pour maîtriser ça. Mais c'est pas Google qui encaisse. Déjà, effectivement. Mais de l'autre, là où Google encaisse, c'est tout le référencement payant, les Google AdWords, etc. Et ça, par contre, acheter des mots-clés, évidemment, c'est le jackpot de Google. Effectivement, donner un accès à cet algorithme, permettre aux entreprises de mieux se situer par rapport à ce référencement gratuit, c'est peut-être aussi enlever une petite partie sur le référencement payant, puisqu'au final, c'est ça qui se joue. Maintenant, sur le fond, je pense que tout ça est absolument nécessaire. C'est la question de la fiscalité, elle est primordiale. Aujourd'hui, on sait, par exemple, concernant cette question de la fiscalité, que les GAFA et les entreprises du numérique payent 2 fois moins d'impôts que les entreprises traditionnelles. Et puis, je voudrais aussi... je pense que quand même cette question de... justement le fait que la commission ou que les tribunaux justement soient là pour modifier un petit peu l'ordre des choses, c'est une très bonne chose. Je pense par exemple à l'exemple de Uber. Sans nos tribunaux, par exemple, on aurait pu continuer avec des business models complètement aberrants, où on a un opérateur qui se dit plateforme alors qu'il fait une activité de transport de personnes, et qui a des personnes qui travaillent, qui ne sont pas salariées parce qu'elles sont en auto-entrepreneurs. Heureusement que les tribunaux sont là pour dire non, c'est une entreprise qui fait du transport de personnes, et les personnes qui travaillent pour elle sont leurs salariés. Donc ça change beaucoup de choses. Frédéric Michel-Chevalier. Alors là, c'est assez rare, mais je suis pas du tout d'accord avec Amine. Et d'ailleurs, ce besoin de régulation, c'est les soubresauts de l'ancien monde qui ne comprend pas que l'économie a évolué. Objectivement, il m'appartient peut-être pas de critiquer la décision des tribunaux européens, mais Uber est une plateforme. Ce n'est pas un opérateur de transport. Il y a un nouveau mode d'organisation du travail qui ne fait que poindre, parce que demain, il y a les robots, il y a l'intelligence artificielle. Enfin, on peut casser le thermomètre, ça fera pas tomber la fièvre. Mais là, je suis vraiment pas d'accord avec toi non plus. Mais j'entends bien. Mais on peut attendre. On peut attendre. Le problème va se poser puissance 10, parce que la vitesse où les choses vont, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, cet exemple d'Uber... Ce qui dérange aussi, c'est la question de l'optimisation fiscale. Est-ce que, d'ailleurs, comment peuvent réagir aujourd'hui les GAFA à ce texte ?
texte, parce que on peut imaginer que ce texte vient aussi peut-être, il vient en contrepartie de toute façon de la proposition de la Commission européenne de taxer davantage les GAFA. On parle de 4% sur le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est un moyen de pression sur les GAFA, Frédéric Michel-Chevalier ? Oui, c'est probablement, à mon avis, une stratégie d'encerclement. Parce que jusqu'à présent, finalement, la position de force des GAFA, ce n'est pas seulement vis-à-vis des utilisateurs, citoyens, entreprises, mais aussi vis-à-vis des États, de l'Union européenne. Imaginez que demain, Google dise, eh bien, puisque vous m'embêtez, je vais déréférencer ou pénaliser les sites .gouv, ne serait-ce que cela, ou .edu, il y a toujours eu un peu ce chantage. Donc, je pense qu'effectivement, on crée un rapport de force, mais qui, à mon sens, doit arriver in fine, parce que même si je pousse un petit coup de gueule sur Uber, je suis bien conscient il faut repenser un ordre nouveau. J'ai pas dit qu'il fallait l'anarchie. Donc, il y a un moment, il va falloir trouver une solution globale. Et cette solution globale, elle inclura effectivement la fiscalité. Dans le cas d'Uber, peut-être trouver un système de protection sociale. On n'a pas terminé à discuter, en tout cas, entre la Commission européenne et les GAFA. Ah non, ça, on n'a pas terminé de discuter, je pense. Et d'ailleurs, j'ai rajouté une chose, c'est pas simplement la Commission européenne. Trump, aux États-Unis, pense aussi avec une loi antitrust, il vise clairement Amazon, par exemple. Donc, la Commission européenne n'est pas la seule à vouloir réguler les GAFA. Donc, voilà, ça montre bien. Et en plus, les GAFA, majoritairement sont américaines. Enfin, toutes sont américaines d'ailleurs. Donc, la question n'est pas simplement Union européenne contre GAFA, mais bien une problématique d'ordre général. En tout cas, les GAFA bien secoués. On pourrait se poser la question à quand le Maroc va réagir. On peut faire une proposition peut-être pour finir sur une note optimiste. Il y a un tel enjeu mondial, et il y a aujourd'hui, on parle des GAFA, mais il y a les BATX chinoises. Peut-être qu'il faudrait penser à des méthodes de régulation, à des modalités de régulation, mais dans le cadre de l'ONU, et qui, pour du coup, seraient vraiment internationales. Parce que j'allais poser la question au Maroc. On sait qu'il y a une commission qui a été mise en place par la DGI, notamment pour tenter d'aller voir Facebook, Google et les autres opérateurs GAFA pour tenter de récupérer là des impôts. Pour l'instant, silence radio, parce que cette commission a été montée, si je ne me trompe pas, début novembre ou début décembre dernier. Pour l'instant, c'est silence radio. C'est à l'ONU qu'on doit poser ces questions-là maintenant ? De toute façon, en ce qui concerne le cas précis du Maroc, je pense que les questions de rapport de force, il faudrait que ce soit au moins une initiative du continent africain et qu'il y ait effectivement différents interlocuteurs. Mais je pense que, in fine, la solution, si on veut vraiment un dispositif de régulation qui s'impose à tout, quelle que soit la nationalité d'origine de l'entreprise ou autre, il faut le penser dans le contexte international. Dans un instant, on parle délai de paiement au Maroc. 7 mois après l'entrée en vigueur de la loi 49-15. Où en est-on ? Ça n'est pas très très joli. On va vous expliquer pourquoi, mais avant, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Diouri, un coup de gueule, un coup de cœur ce matin ? Un coup de cœur avec la nouvelle centrale gérée par Banque du Maroc, la centrale des chèques impayés. On sait que c'est une vraie problématique au Maroc. J'ai animé hier une conférence et justement la question des chèques impayés était revenue à plusieurs reprises. On sait que ça représente presque 12 milliards de dirhams annuellement d'incidents de paiement. Donc le fait que les entreprises puissent accéder très prochainement, on parle de la fin de l'année, à cette centrale des chèques impayés contre une somme modique, c'est une très bonne chose et ça permettra effectivement de limiter aujourd'hui ce qui est un vrai problème en termes de relations interentreprises. Frédéric Michel-Chevalier. Un coup de cœur teinté d'un coup de gueule. Je me réjouis de voir depuis quelques semaines se multiplier des opérations d'open innovation autour de grandes compagnies nationales basées sur des hackathons avec pour objectif de repenser, de rénover l'expérience client, parce qu'on sait que les grands succès du digital aujourd'hui passent par l'expérience client. Teinté d'un coup de gueule toutefois, parce que si c'est une très bonne chose que l'idée fasse son chemin au Maroc et qu'elle devienne un réflexe, quand on regarde de plus près, les grands absents sont les clients. Et ça pose une question fondamentale au Maroc, c'est un peu la majorité du consommateur, qui est vraiment un mouvement consumériste, et que le client soit pris en compte. Prendre des jeunes qui innovent avec des salariés d'une boîte pour penser à la place des clients, ce qui peut améliorer leur quotidien, je pense qu'on risque d'avoir des effets déceptifs, et j'ai peur que du coup ça casse le modèle. La suite des décodeurs atlantiques, toujours avec Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet, Frédéric Michel-Chevalier, CEO Legal e-Services Maroc. Où en est-on dans la loi sur les délais de paiement, la loi 49-15 adoptée
il y a 7 mois. La réponse était en une phrase, je le disais tout à l'heure, elle n'est toujours pas applicable à Midjourney. C'est quand même assez incroyable. Oui. C'est pourtant une question essentielle pour l'activité économique du pays. Alors d'abord, avant de s'indigner entre guillemets et de voir peut-être quelles sont les solutions, quelles innovations on peut apporter à cette question des délais de paiement. Cette loi 4915, qu'est-ce qu'elle prévoit déjà à la base ? Déjà, la nouveauté par rapport à l'ancienne loi qui a été votée en 2011, c'est que déjà l'administration publique était impliquée dans le cadre de la loi. Enfin, l'administration, les établissements publics, pour être précis, sont impliqués dans le cadre de cette nouvelle loi. Alors, au niveau de ces établissements publics, les choses sont plutôt claires ça prévoit des intérêts moratoires de l'ordre de 3%. Donc ça, c'est une question réglée. Il y avait une autre partie pour les relations interentreprises privées, et là, il manque un point essentiel qui sont les pénalités. Tant que le décret n'a pas été publié sur ces délais, la loi elle est inapplicable. Il faut être clair. Autre chose qui était prévue, c'était aussi des délais différentiels selon certains secteurs, c'est-à-dire que certains secteurs ont des processus de production beaucoup plus longs que la moyenne et un process de vente beaucoup plus long. Donc prévoir peut-être des délais qui auraient pu être au-delà des 90 jours prévus, et pouvoir les ramener à la moyenne, enfin les ramener aux normes au bout d'un certain temps. Ça devait être également négocié par secteur, ça n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, et puis troisième point, c'était aussi la question de l'observatoire des délais de paiement. Oui, alors ça, par contre, ça a bougé. Ça a bougé, effectivement. Donc voilà, aujourd'hui cette loi, elle n'est pas applicable en l'état. Ça pose un vrai problème parce que, je le répète assez régulièrement, il y a un lien évident entre délai de paiement et défaillance d'entreprise. Quand on a au niveau des TPE un délai moyen qui dépasse les 10 mois et que derrière on voit que les défaillances d'entreprise, et à 99,9% ce sont des TPE qui rentrent en défaillance, qui sont défaillantes plutôt, et on voit que que la question des délais de paiement est centrale dans cette défaillance. Donc aujourd'hui, je pose le problème, mais il n'y a pas de solution. Ouais, Frédéric Michel Chevalier. Bien, c'est quelque chose que je vis tous les jours. Heureusement, je suis pas payé à 10 mois. Mais effectivement, là encore, on est entre deux mondes. Je pense qu'il manque une volonté politique très forte. Je lisais dans le tel quel de cette semaine qui considérait, alors je le cite, que le gouvernement se contente d'expédier les affaires courantes. Les choses ne peuvent changer que si on a une volonté politique forte. 90 jours pour une TPE, c'est déjà beaucoup trop. Je veux dire, la règle raisonnable, ce serait 30 jours avec 60 jours maximum. Après, il faut commencer par regarder du côté de l'État. Pour imposer une loi, la loi, finalement, ça repose sur le consentement de ceux à qui elle s'applique, qu'on leur applique la loi. Il faudrait que l'État soit exemplaire. Or, l'État, de ce que je lis des études, est un très mauvais payeur au Maroc. Alors, d'un côté, on a des déclarations ministérielles. J'ai beaucoup souri en lisant la déclaration de Hafid El Alami qui disait c'est vrai que c'est pas acceptable, mais c'est pas une raison pour que les PME augmentent le prix pour l'État pour compenser les retards de paiement. Mais enfin, je veux dire, c'est un grand aveu d'incapacité. Donc, l'État doit être exemplaire. En France, dans les collectivités locales, les délais qui étaient assez longs ont été ramenés à 30 jours avec véritablement la volonté des élus de le faire. Donc la première des choses, c'est rendre des mesures qui soient imposées. Bien sûr, les acteurs économiques n'ont pas à le faire. Deuxièmement, dans toutes les économies du monde, on voit une chose, c'est que l'encours, le crédit fournisseur, finalement, est un mode de financement pour l'entreprise parce que les banques ne jouent pas leur rôle pour injecter de l'argent dans l'économie. Donc exact. Si on a la vraie volonté politique, il faut déjà commencer par là. Moi, je crois que l'enjeu pour le Maroc est beaucoup plus important que ça. On aime bien faire des stratégies pluriannuelles de développement, de nouveaux modèles de développement. Il faut peut-être partir d'une chose. On a créé l'auto-entrepreneur. On attend beaucoup de l'auto-entrepreneur pour résoudre le chômage. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'économie marocaine, si elle veut satisfaire socialement la population, ça va être par le développement des TPME. Donc il faut donner une priorité, leur donner des moyens. La force de la loi peut imposer des choses. On nous impose l'impôt, on nous impose des tas de réglementations. On peut très bien dire les délais de paiement, c'est 30 jours. Autre exemple où l'État n'est pas exemplaire, 3,5% pour les intérêts de retard quand c'est l'État, et 10% ce qui fait hurler la CGM qui veut le ramener à 16 pour le privé. Mais c'est quoi ?
Exact. On vient on de a quand même l'État qui a fait un effort à travers les banques cette fois-ci, qui est le remboursement du crédit TVA. D'une partie en tout cas. Oui, mais alors attention, moi par exemple, là, comme j'exporte essentiellement, je suis hyper créditeur en TVA, et là je vois dans la loi de finances 2018 que le crédit de TVA est valable 1 an. C'est-à-dire que si on n'a pas facturé de quoi le récupérer, c'est perdu. Oui. C'est pas très exemplaire pour aider les TPE. Il faut taper du poing sur la table, à mine du risque, il faut aller regarder encore d'autres mesures, d'autres choses qui ont été faites à l'étranger. Je pense en France notamment, un certain Emmanuel Macron, ministre de l'économie en 2014. Oui, effectivement. Je voudrais, avant de répondre, rebondir ce que vient de dire Frédéric Michel, et il a entièrement raison. Ça concerne pas simplement notre écosystème, simplement entre guillemets, notre écosystème d'entreprise, mais c'est aussi une question de visibilité à l'international. Il y a 10 jours, j'étais à Milan devant un parterre de PME marocaines, des PME italiennes, des dirigeants potentiellement des investisseurs au Maroc. Évidemment, on parlait de délai de paiement. À un moment donné, donc je leur adressais un panorama qui est très bon de ce qu'est aujourd'hui le Maroc, en termes d'infrastructure, en termes d'ouverture sur le monde, etc. Mais venait à un moment donné la question des délais de paiement. Et là, évidemment, ça effraie plus d'un. Vous leur dites, vous venez au Maroc, vous pouvez pas vous cacher derrière une moyenne de dire la moyenne au Maroc c'est 100 jours. Effectivement, si vous regardez les très grandes entreprises, ça va être ça. Mais si vous regardez les choses de manière réaliste, évidemment, ça fait peur à tout investisseur étranger. Et donc, vous voulez faire venir des investisseurs, mais offrez-leur un cadre et le délai de paiement en fait partie. Maintenant, en termes d'expérience étrangère, je suis d'accord aussi. La France, à mon avis, ils n'ont pas eu besoin de faire 10 lois sur les délais de paiement. Il y a eu la loi de modernisation économique en 2008. Il y a eu un petit moment de flottement entre 2008 et 2014. À un moment donné, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a tapé du poing sur la table. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a décidé pas de changer de loi, mais d'appliquer à la lettre la loi, de créer un organisme indépendant, parce que c'est ça aujourd'hui. Le rapport de force est tellement inégal entre les TPME et les grandes entreprises que, évidemment, moi je suis TPME, j'ai pas envie de mettre des pénalités à mon gros client au risque de le perdre. Il faut que ce soit un organisme indépendant. En France, c'est la direction des fraudes qui se charge justement de pénaliser, de mettre des amendes à ces grandes entreprises. Voilà, ça c'est concret. Et après, on rentre dans l'application, on donne des pénalités qui vont jusqu'à 2 millions d'euros. Ça, c'est la version répressive, j'ai envie de dire. Mais on en a besoin, c'est nécessaire. On peut pas améliorer les choses. On doit en passer par là, c'est obligatoire. Après, il y a d'autres choses qu'on peut faire. L'Italie, par exemple, l'événement où j'étais, c'était là, on est dans la phase explicative, on est dans la phase où on montre des modèles à des PME. C'est des credit managers de grands groupes italiens qui viennent et qui présentent à l'ensemble de l'Assemblée des modèles qui ont réussi. Comment réduire mon DSO de manière concrète, avec un process, avec un système d'information, avec des outils, et comment tout ça se combine. Et là, on apporte une vraie valeur ajoutée à ces PME. Frédéric Michel Chevalier. Moi, je voudrais faire quelques propositions. C'est la matinée des propositions. La première des choses, je pense que on doit gagner en transparence. Et pour cela, je propose qu'on généralise la facture électronique avec transmission électronique, comme ça on a une traçabilité, parce que les entreprises sont très fortes pour trouver des moyens. J'ai pas reçu la facture, il manquait le tampon, il y a ceci, il y a cela. En France, j'ai même vu avec des grands groupes dont je vais taire le nom, un système où pour pouvoir, vous avez votre commande, vous mettez par exemple un acompte qui devrait arranger les choses, mais pour pouvoir facturer, vous devez avoir un numéro d'engagement. Déjà, on vous donne 2 mois pour vous donner le numéro d'engagement. Date avant laquelle vous pouvez pas faire votre facture. Ensuite, vous faites votre facture. On vous la règle dans les 30 jours, mais avec un billet à ordre à 60 jours. Et si vous comptez 60 plus 30, ça fait combien ? Ça fait 5 mois. C'est ça. 5 mois pour payer. Et on respecte la loi, on a payé à 30 jours. Donc, une traçabilité, il y a des systèmes, il y a la blockchain, il y a toute une série de choses qui permettraient d'envoyer les choses. Oui, l'instinct qu'on fait les gros yeux, mais bon, il y a la question de la possibilité de cette mesure. Avec un observatoire, justement, et l'observatoire des délais de paiement, parce que je rejoins Amine, il faut pas que ça brouille la relation commerciale. Deuxièmement, je pense qu'il faut un véritable Small Business Act, qui prévoit des cadres spécifiques pour les TPE, pour l'administration, pour les grands groupes, d'une part de commandes vis-à-vis des TPE. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est un modèle, c'est justement un nouveau modèle économique pour le Maroc. C'est pas pour faire plaisir aux gens. Donc un Small Business Act avec des conditions très très strictes. Et je pense qu'on pourrait déjà atteindre un meilleur niveau de régularité et une imposition. Et après, comme pour ce qu'on a vu sur l'Europe, un système très simple de sanctions par une autorité indépendante, très rapide, parce que
que si on met 6 mois de procédure devant un tribunal, ça sert à rien. Oui. Avec une injonction de payer et des sanctions fortement adaptées. Que ça s'applique à l'État, aux grands groupes, comme aux petites entreprises entre elles. Amine Diori, vous votez? Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, bien Bon. sûr. Ça me rassure. Ambition politique, selon vous, c'est ce qui manque aujourd'hui encore. Mais écoutez, c'est la première chose que j'ai entendue hier de l'auditoire. Une personne de l'auditoire s'est levée, c'était une chef d'entreprise, et la première chose, c'est de dire que fait le gouvernement pour nous? Il y a une loi, mais elle n'est pas applicable. Que fait le gouvernement pour nous? Merci messieurs. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet, Frédéric Michel Chevalier. Merci, à bientôt. CEO Legal e-Services Maroc. Vous restez avec nous. Les experts atlantiques, 10h10 avec Faisal Tadlaoui, à 10h le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée à toutes et à tous.